minutes sur RTCI. 18h10 au carillon de Radio Tunisien International. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est le moment d'Écosphère avec notre invité d'aujourd'hui. Je vais vous le présenter. Il est ingénieur de formation, consultant en innovation et infrastructure, installé à Paris depuis 2015. Il est l'un des milliers d'ingénieurs qui ont quitté le pays pour avoir d'autres horizons. Néanmoins, il reste fidèle à sa Tunisie et nous fait le plaisir d'être des nôtres ce soir pour traiter d'un sujet qui le tient à cœur, l'innovation. Il vient d'ailleurs de participer activement dans la 9e édition du Forum international E3E, Research and Technologies for a Society and Industry. Bonsoir, Abdel Khafir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Peut-être juste pour te taquiner un peu, on ne quitte jamais la Tunisie, hein. On s'absente, mais on est toujours là et la Tunisie est toujours en nous. Heureusement d'ailleurs. Alors, bon retour tout d'abord à ce studio que vous connaissez, hein, pour avoir été souvent l'invité du magazine de l'économie. Et pour démarrer, si vous nous parlez un peu de cette 9e édition, c'est quand même la 9e édition de E3E, c'est ça? Ça se prononce comme ça? Les Américains disent IEEE. Pardon, oui, moi j'ai parlé du franco. C'est du franco-anglais. Hein. Voilà, c'est une des plus grandes associations d'ingénieurs au monde, hein, donc I3E. Oui, paradoxalement, excuse-moi, médiatiquement, ça n'a pas été bien servi. Est-ce que c'est peut-être un choix? Ça, je ne peux pas commenter là-dessus, puisque je ne suis pas membre de l'association. J'ai été invité comme membre. C'est ça, vous étiez invité pour assurer un panel. Et un panel aussi, effectivement. Donc j'étais plutôt un membre invité pour l'occasion. Mais je connais bien cette association parce qu'il se trouve que quand j'ai démarré ma carrière en tant que jeune ingénieur, j'ai été invité justement, et c'est il y a plus de 30 ans maintenant,
à faire une conférence devant un parterre d'industriels invités par l'I3E à Paris. C'était au Palais des Congrès en 1994, si mes souvenirs sont bons. Ah, déjà, ça fait une bonne trentaine d'années. Voilà, c'est un bon moment que je les connais. Et c'est vrai, ils font des choses incroyables et ils font beaucoup de choses, notamment dans ce que j'appelle la standardisation. Donc, c'est ça ce qui est bien. Ils sont de plus en plus impliqués dans l'entrepreneuriat et la standardisation, et en particulier l'intelligence artificielle, le côté éthique et comment on peut utiliser donc l'IA d'une manière éthique, la relation homme-machine, etc. Donc des choses très très intéressantes, très utiles. Je vous invite d'ailleurs, c'est toute la documentation est sur le web, à consulter. I3E, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de retours d'expérience, en tout cas, de gens du terrain, partout dans le monde. Et la Tunisie compte, je ne sais plus, j'ai un chiffre en tête, de l'ordre de, en tout cas, quelques milliers de membres. Et c'est un des chapitres. C'est déjà pas mal. Hein. C'est un chapitre très important de l'association. C'est déjà pas mal. Et ça s'est passé il y a quelques jours. Alors, du 24 au 27. C'est ça, pendant 3 jours quand même. C'était pendant 3-4 jours, enfin, avec la compétition. Il y avait un challenge, il y avait une compétition de start-up. D'accord. Parlez-nous un peu de cette compétition. Alors, c'est un challenge effectivement qui s'intéresse à ce qu'on appelle la Next Gen Startup, donc la génération du futur, des startups. Oui. Il y avait une sélection de 7 finalistes qui sont passés en pitch dimanche dernier, et la grande surprise, ça a été justement d'avoir un Tunisien à la première place. Donc, un jeune Tunisien qu'on peut citer. C'est plutôt une confirmation, Bandar. C'est une très belle illustration du potentiel de la Tunisie. Voilà. Donc, c'est le projet Ourb, c'est dans la robotique, couplé à l'IA. Et ce jeune, Qayoum Jdidi, que je salue d'ailleurs, et que je félicite encore une fois. Félicitations, Qayoum. Est arrivé donc premier dans une compétition internationale où il y avait des Allemands, des Indiens, des Finnois, des Italiens, etc. Donc c'était pas vraiment un parcours simple, et c'était un grand test. Et j'espère, en tout cas pour Qayoum et son équipe, tout le succès dans le futur, parce que là c'est le premier pas avant de gagner un concours. C'est voilà, il reste encore d'autres pas à faire. Voilà. Arriver sur le marché et devenir un succès commercial nécessite encore plus d'efforts. C'est ce qu'on lui souhaite de toute façon. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Mandar Khanfil, je voudrais avoir votre avis sur la migration de nos ingénieurs. Alors, c'est un sujet qui est mondial. La migration, c'est un mouvement de la connaissance. Qui était de l'autre sens en Tunisie, au 19e siècle, chose qu'on oublie, on ignore. Je ne peux pas forcément apporter beaucoup d'éléments je dirais factuels, parce que c'est pas mon sujet, mais en tout cas, je fais partie des gens qui sont partis, qui sont revenus, qui sont repartis. Donc, moi, je dirais c'est l'exercice de sa liberté, de pouvoir se déplacer, pouvoir vivre d'autres expériences ou d'autres cieux, c'est formidable. Vous trouvez que c'est toujours fondé quand même Alors, il y a toujours forcément des raisons pour le faire, et par contre, il faut bien gérer. Aujourd'hui, les relations entre pays doivent intégrer le fait qu'il y a cette possibilité d'échanger, en tout cas, des migrants, dans les deux sens. On a besoin d'avoir plus forcément de gens étrangers en Tunisie. Il faut que ça soit plutôt dans les deux sens. Et la Tunisie a besoin aussi d'avoir la possibilité de placer aussi bien ses talents que d'autres, que éventuellement sa main-d'œuvre excédentaire dans d'autres pays. Et on le voit, le phénomène il s'accentue. Donc soit on le légalise et on regarde un peu le côté positif, social, économique, politique, et tout ce qu'on veut, et on essaie de canaliser, de cadrer. Soit on laisse un vide, et là on a ce qu'on appelle l'immigration clandestine, et là ça c'est un vrai problème. Ça c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Oui, mais y a-t-il un peu le risque aussi de perdre des compétences qui sont utiles au pays, Mandar ? Alors, qu'est-ce qui est utile pour un pays ? Qui décide de qu'est-ce qui est utile Ce qui est utile, moi je pense que les ingénieurs, c'est des bâtisseurs, ils sont utiles pour le pays. S'ils ne trouvent pas de travail.
Ils sont utiles. Ils seront utiles chômage. ailleurs. Non, voilà, au chômage, ils ne seront pas utiles. Donc, il vaut mieux les laisser partir. Par contre, si on veut, justement, là, on revient sur notre sujet, si on veut créer une dynamique dans laquelle il y a le plein emploi, là, c'est possible. Parce que le plein emploi, pour la Tunisie, n'est pas une utopie. C'est possible. C'est réalisable. C'est réalisable, mais il faut vraiment mettre les moyens, il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie et définir des axes, je dirais, de transformation économique et sociale qui permettent justement d'absorber, d'abord on a de l'informel à absorber, mais aussi d'absorber toute la population qui sort de nos écoles et de nos universités et de nos centres de formation professionnelle. Voilà. Et de ne pas les sous-payer, parce que si on les absorbe pour les mettre sur des travaux basiques, pas bien payés, c'est pas une bonne chose non plus. Donc en fait, la problématique finalement, c'est une problématique de création de richesse. Comment un pays crée suffisamment de richesse pour déjà satisfaire les besoins de sa population, ça c'est une priorité et c'est le rôle de l'État. Si l'État n'arrive pas à générer une dynamique de création de richesse capable donc de satisfaire les besoins d'abord de ses citoyens, là il y a un problème. Tout à fait. Alors, pour comment dirais-je, aborder la thématique sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui, je voudrais revenir au terme innovation à Mandakhanfir. Alors, il est un peu utilisé dans toutes les sauces, un peu galvaudé, comme a dit notre collègue du journal, Hamdali Cheib. Pour vous, qu'est-ce que l'innovation? Quoi ça consiste? Alors effectivement, on a trop marketé l'innovation, et c'est devenu un peu la course à l'innovation, et du coup, on s'est aperçu Il n'y a pas un discours qui ne comprend pas, qui n'inclut pas le terme innovation. Forcément, parce que c'est un peu la tendance, hein. C'est comme aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'IA, on la met à toutes les sauces. Il y a des phénomènes de mode comme ça, donc il faut juste pouvoir avoir les clés de lecture. Moi, je m'intéresse à l'innovation structurante écosystémique, qui peut apporter justement de l'impact à l'échelle locale et globale, qui peut transformer les économies, qui peut transformer les sociétés, qui peut impacter l'environnement aussi. Et évidemment, c'est une innovation qui porte en elle des fondamentaux technologiques et scientifiques très, très puissants, qui permettent justement d'adresser de réels besoins qu'on peut bien sûr transformer en marché. Parce qu'un besoin n'est pas forcément un marché, s'il n'est pas solvable. On peut avoir un besoin, mais si le besoin n'est pas solvable, ce n'est pas un marché. Oui. D'accord. Et là, il faut discerner entre qu'est-ce que un service public et d'un service marchand. Ce n'est pas la même chose. Oui. Le service public est par essence non marchand. Et bien forcément, c'est un service il peut être marchand, oui. Mais généralement, il y a une couche publique qui est donner l'accès au savoir, donner accès à la santé, aux soins. Ce sont des droits finalement qu'on transforme. Donner la possibilité à nos jeunes de trouver un emploi, tout ça, ça fait partie des services publics. Maintenant, est-ce qu'on est en train d'innover dans la manière dont nous approchons ces services-là? Je pense pas. Et pourtant, c'est des gisements importants. Si on commence à réfléchir d'une manière écosystémique sur de l'innovation écosystémique, je reviendrai sur la définition de l'innovation écosystémique, je donnerai un exemple. On peut avoir donc un impact beaucoup plus large que lâcher un produit sur le marché qui peut être un peu l'équivalent d'un autre produit qui a été développé ailleurs. Donc on a plein d'exemples aujourd'hui. On a beaucoup de gadgets. On utilise beaucoup des services duplicables. Mais c'est pas une mauvaise chose de toute façon. C'est une manière aussi de rattraper un peu le temps. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, je crois, et la Tunisie, et je reviens un peu sur cette innovation écosystémique, l'innovation d'abord est une affaire d'État. Je l'ai écrit il y a quelques années, c'est une affaire d'État.
Parce qu'on ne peut pas innover tout seul dans son coin, dans son garage. Laboratoire, dans son garage. C'est pas possible. Ça, c'est le mythe de l'innovation dans le garage. Il faut qu'il y ait un écosystème qui absorbe cette innovation, qui soutienne cette innovation pour pouvoir Bill Gates, par exemple, apparemment, il a commencé dans un garage. Hein. Oui, mais ça, c'était de dire autre temps, autre mœurs. Son père travaillait chez IBM et qu'il avait un ordinateur à la maison. Donc, à l'époque, ça on l'oublie un peu. Très peu de gens avaient un ordinateur. Oui. Donc, bon, tout ça, c'est pour dire, voilà, il y a un paradoxe. L'environnement, d'une manière générale, est très hostile à l'innovation en Tunisie, puisque nous sommes dans une économie de marché, nous sommes dans une économie où il n'y a pas une réelle compétition. Oui. Il y a le complexe de la petitesse. C'est un complexe, puisqu'on peut être petit et performant. Petit pays, petite réalisation. On réfléchit petit, on cherche du gain petit. Tout ça, c'est culturel. Ce sont des faits, des traits, ça date pas des traits culturels qu'on doit intégrer. Alors évidemment, on prend aujourd'hui l'exemple. Cette radio, si elle existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des ingénieurs qui ont produit une technologie qui a permis de faire de la radiotransmission. Oui. Et la première application de la radiotransmission n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était pour envoyer des messages au départ, c'était très basique. Et après, on s'est aperçu que ces messages-là, on pouvait les enrichir et on pouvait transformer la technologie en média. Oui. C'est très puissant ce transfert de technologie à média. Et média, c'est un écosystème. Et ça perdure. Voilà, parce qu'on a besoin de gérer des fréquences, on a besoin de créer des règles, d'une réglementation. Et finalement, ce qui a permis à la radio d'émerger, la radiotransmission de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, même si on n'est plus beaucoup dans l'ancienne technologie maintenant avec le web, on travaille beaucoup plus avec Internet. C'est vrai. Aujourd'hui, la transmission de l'information est complètement digitalisée et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Mais ça reste un outil qui relève plus d'un écosystème, donc qui est au service de la nation finalement, qui est au service de l'ensemble de la communauté. Et au service du public. Et du public, exactement. Et c'est un service public. Là où on est aujourd'hui, c'est un service public. Où l'information doit être prédominante et surtout de qualité. Alors, quelle est la position de la Tunisie en matière d'innovation, puisque alors, on n'est pas bien classé. Généralement, on n'est pas bien. On recule. On n'est pas bien classé. On recule. On a des exceptions. Alors c'est ça. C'est paradoxal. Oui, alors c'est paradoxal, mais c'est aussi un peu comme dans le sport. On a des champions du monde, alors que nous n'avons pas forcément la meilleure infrastructure. Oui. Voilà, donc un champion. Parler de natation, par exemple, oui. Exactement. Le cas du tennis, de la natation, nous avons des champions. Alors maintenant. Est-ce qu'il y a une politique de multiplication de ces champions ou pas? Là, il faut mettre le paquet, il faut mettre les moyens. Parce qu'on peut tirer justement avantage de ces cas de succès pour dire, voilà, comment on peut multiplier ces cas de succès. Comment les décupler? Exactement. Et là, pour avoir plus de champions, il faut avoir plus de, peut-être, dans le cadre de la natation, il faut peut-être avoir plus de maîtres nageurs, de piscines ouvertes. D'infrastructures. Exactement. Et il faut surtout avoir une chose que je crois qui ne peut pas s'acheter et se vendre. Il faut avoir de la passion. Il faut avoir plus de gens passionnés par ce qu'ils font et une passion non seulement pour le sport, mais aussi pour pouvoir aussi transmettre leur savoir. Oui. Voilà. Et là, cet effort de transmission, il est très important. Cet effort d'encadrement, de transmission, de mentoring, etc. est très important parce que c'est comme ça qu'on peut développer des gens solides et des champions. Alors, Mander Khanfir, quels sont les secteurs porteurs d'innovation? Il devrait y en avoir. En fait, on peut innover dans tous les domaines. Voilà. Maintenant, quelles sont les priorités plutôt, de mon point de vue aujourd'hui, si on prend le secteur de la construction, voilà, en arrivant, tu m'as interpellé sur le fait qu'on sent de plus en plus les effets du réchauffement climatique. C'est ça, pour une journée... voilà, aujourd'hui, on commence à sentir l'effet de ces gaz à effet de serre. Nos villes sont mal conçues, on consomme trop d'énergie, on produit trop de carbone.
Finalement, on contribue au réchauffement climatique. Hein. Notre façon de construire les maisons, les immeubles, les bâtiments d'une manière générale doit être revue. Et c'est un bon moyen, justement, de faire un peu comme avec la radiotransmission, faire de l'innovation écosystémique. C'est-à-dire se dire, OK, voilà, aujourd'hui, on doit arrêter de faire des immeubles qui sont énergivores, qui produisent du carbone. En France, c'est le cas aussi, Mandala. Partout. Il y a plein d'immeubles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Oui. Voilà. Mais la Tunisie, elle a un avantage. C'est que, lequel ? alors, notre avantage, justement, c'est qu'on peut avoir un retour sur investissement très rapide, puisque la transition verte, ou la transition écologique vers des énergies renouvelables, est plus facile chez nous, parce qu'on peut mettre de la technologie solaire pour la production et c'est en train d'être fait d'ailleurs, pour produire de l'énergie. Mais pas au rythme voulu. Hein. Alors évidemment, après c'est une question de rythme, mais aussi c'est une question de mobilisation de moyens et d'engagement du secteur privé, parce que justement l'État il fait son rôle, mais aussi il faut qu'il y ait une dynamique. Il faut créer toute une filière de gens qui sont des spécialistes de la construction durable. On peut faire vraiment un pôle d'excellence en construction durable en Tunisie. Et on intègre, bien sûr, non seulement des technologies en matière énergétique, parce que ce n'est pas qu'une question d'énergie, mais aussi les matériaux de construction. Oui, avec lesquels on bâtit, on construit. Exactement. La manière de construire doit changer. Aujourd'hui, on construit comme en Europe. Donc on crée des bâtiments qu'on isole. Et finalement, on est obligé de les chauffer et de les refroidir, puisque c'est des bâtiments isolés. On a reproduit les exemples européens avec surtout tout ce qui est vitres. Alors évidemment, on n'est pas. On voit plein d'immeubles comme ça. Voilà, on n'est pas du tout dans des constructions qui sont adaptées à notre climat. Et revenir à nos traditions peut aussi être une source d'inspiration. Je pense que oui, les anciennes constructions font cas de tout ce qui est... Alors on peut revenir un peu, si on arrive, mais on peut aussi développer de nouveaux matériaux, des bétons bas carbone. Il y a aussi ce qu'on appelle des bétons biosourcés, donc on intègre des ingrédients locaux, comme ça on importe moins de clinkers, on importe moins de matériaux produits ailleurs. Et ce qui est important, c'est de pouvoir justement démarrer avec des projets pilotes. Et c'est là où l'État peut avoir un rôle. On parlait de services publics, exiger que, par exemple, les logements sociaux, et il y a pas mal de projets de logements sociaux en Tunisie. Il y en a pas mal actuellement, c'est vrai. Alors, imposer dans les logements sociaux la neutralité carbone. Et c'est déjà un pas. Et là, ça va pousser toute la filière à réfléchir sur les solutions et à trouver des moyens et à innover d'ailleurs, voilà, pour répondre à des cahiers des charges plus stricts. Voilà. Mais il nous faut aussi, alors ça c'est important, donc je parlais un peu tu vois, l'approche écosystémique, ce n'est pas juste de la technologie, il faut aussi créer le cadre réglementaire pour ça, donc il faut labelliser les bâtiments qui sont écologiques, ou en tout cas la manière de mesurer les émissions carbone, mais avoir des spécialistes pour les audits énergétiques, et créer un marché pour le carbone. Oui. Parce que le marché volontaire du carbone, qui est dans l'article 6 de la convention de la COP26, je crois... Alors, il consiste en quoi exactement, pour essayer de simplifier En fait, c'est de monétiser les économies qu'on fait sur les émissions de carbone. Donc aujourd'hui, chaque construction, chaque appareil, chaque production humaine consomme et émet du carbone. Alors évidemment, si on crée un marché pour dire tout ce qu'on peut économiser comme émission carbone, on peut la monétiser, donc on donne une valeur marchande à ces économies, à ces crédits carbone, ça peut être très intéressant pour la Tunisie, d'abord parce que nous sommes confrontés aujourd'hui, pour continuer d'ailleurs à exporter, nos exportateurs sont obligés de déclarer l'empreinte carbone sur leurs produits. Oui, c'est ça. Et forcément, ça crée une tension supplémentaire sur nos exportations, puisque c'est une taxe à l'entrée, par exemple. C'est une taxe à l'entrée, oui. Au marché européen. Donc, si on veut rester compétitif et ne pas perdre des points de compétitivité bêtement,
on est obligé de trouver des moyens d'abord soit pour nos entreprises de réduire leur empreinte carbone, ce qui n'est pas toujours facile et rapide, soit d'aller les acheter sur un marché local, donc créer un vrai trading des crédits carbone sur place. Et là, ça ouvrirait des possibilités incroyables pour le développement de la transition, en tout cas de tout ce qui est stratégie de transition verte et écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme d'autres exemples à part la construction, Mr. Khanfir? Alors, prenons ce qui nous concerne tous les jours, peut-être parce que la construction ne concerne peut-être pas tout le monde n'est pas spécialiste du bâtiment. Une bonne partie. Hein. Oui, bon, on est plutôt consommateur, on n'est pas forcément très, très spécialiste de la manière dont on construit. Oui. En tout cas, on a une vision très standardisée de la construction avec les briques rouges, le ciment, etc. Mais par contre, si on prend le cas de l'agriculture, l'agriculture est un extraordinaire laboratoire d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, non seulement nous avons des besoins énormes d'amélioration de notre productivité, mais pas seulement la productivité, on doit faire attention aussi à notre consommation en eau, puisque si on prend l'exemple de l'huile d'olive, je crois qu'une tonne d'huile d'olive coûte, enfin en tout cas consomme entre 8 et 12 mètres cubes d'eau, ce qui est énorme. Donc souvent c'est de l'eau qui est puisée dans les nappes phréatiques, qui appauvrit les sols, qui a d'autres conséquences. Donc évidemment, si on commence à se dire, mais voilà, aujourd'hui on a un problème. Voilà, on a un problème. On veut continuer à être un leader dans la production de l'huile d'olive. On doit résoudre le problème de l'eau. Oui. Mais pour résoudre le problème de l'eau, on doit résoudre aussi le problème. Il y a une autre équation derrière. C'est le problème de l'énergie, puisque l'eau, c'est aussi une production qui nécessite de l'énergie. Voilà. Oui. Mais si on a de l'énergie verte, et Dieu merci, on en a suffisamment en Tunisie, et elle est abondante, en tout cas la possibilité d'utiliser ne serait-ce que le solaire, et je reviendrai sur les technologies, l'état de l'art de l'énergie solaire, qui se développe très vite, hein. Donc les coûts se réduisent, et surtout on est en train d'aller vers des technologies qui permettent aussi de la production de l'électricité même la nuit, donc avec du thermo-photovoltaïque, hein. Donc c'est des technologies mixtes avec non seulement du photovoltaïque, mais aussi donc des matériaux qui absorbent la chaleur et qui la libèrent le soir. Donc ça peut être aussi donc une piste de développement. Là, il faut attirer l'état de l'art de la technologie localement, hein. Donc que ce soit des investisseurs locaux ou internationaux, il faut qu'on puisse avoir accès à cette technologie. Si on a la technologie donc qu'il faut pour produire de l'énergie pas chère et verte, on est capable de produire de l'eau. Et l'eau, on va pouvoir la produire où? Eh bien, avec nos 1600 km de côte, on peut penser à la désalinisation. Mais pas que, parce que la désalinisation produit aussi des sous-produits qui peuvent être difficiles à traiter. Mais en tout cas, la piste de produire éventuellement de l'hydrogène et de l'eau douce, en tout cas qui est valable pour l'irrigation, c'est une piste. Mais on a aussi le fait que on développe ces technologies-là. Il faut garder en vue que on a aussi d'autres techniques qui permettent peut-être en tout cas à ce que nous produisons localement, de supporter des eaux un peu plus salées que la moyenne, on va dire, mondiale. Donc il faut qu'on puisse aussi voir comment on peut intégrer des productions agricoles qui supportent un peu plus la salinité. Oui. Donc voilà, et ça c'est des travaux de recherche. Donc ça peut ouvrir ce qu'on appelle le nexus eau, énergie, alimentation, des perspectives très intéressantes. Donc vous voyez, c'est pas qu'une question d'eau, c'est pas qu'une question d'énergie, c'est aussi ça peut être de la biotechnologie aussi, hein, donc avec tout ce qu'on peut développer par ailleurs comme briques technologiques pour l'innovation dans le domaine de l'agriculture. Bien, alors maintenant il y a un sujet qui vous tient à cœur également, c'est l'Afrique.
Et je vais vous poser cette question. Par quels moyens l'innovation peut-elle irriguer, puisqu'on parle d'eau, toute l'Afrique? Alors, l'expérience humaine est forcément transmissible. Donc, ce qu'on peut produire localement, même si dans des conditions différentes, peuvent donner d'autres résultats. Des caractéristiques de chaque pays. Mais aujourd'hui, la présence tunisienne en Afrique se fait essentiellement par la technique et la maîtrise technologique. Oui. Alors, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont présentes dans le domaine du digital, dans le domaine de la construction. La construction, oui, surtout. Hein. Voilà, le BTP, dans le domaine aussi hospitalier. Hein, donc, oui. On a des projets médicaux, un peu aussi dans quelques universités tunisiennes qui se sont internationalisées. Donc finalement, cette effervescence et cet échange intra-africain ne peut qu'apporter ses fruits rapidement, dans la mesure où, bien sûr, on crée une logique de marché, une logique de marché continental. Mmh. C'est le but de l'Union africaine pour 2063, hein, c'est d'avoir ce grand marché. 2063. L'Afrique que nous voulons pour 2063, avec les infrastructures qu'il faut, avec la réduction des barrières non tarifaires aussi, parce que ce qui coûte très cher. Ça handicape beaucoup tout ce qui est échange. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, le coût des barrières non tarifaires dépasse les revenus fiscaux et douaniers. Donc, évidemment, il y a un problème. Forcément. Donc, l'Afrique est encore mal desservie, n'a pas forcément toutes les infrastructures. Donc, sur le plan logistique, il y a déjà des problèmes. Les temps d'arrêt sont importants. Le coût du transport est très élevé. Donc, le grand chantier, je dirais, et la grande urgence du moment, c'est de développer des corridors. Et les corridors, donc ça, c'est une stratégie qui est clairement affichée par l'Union africaine, et dans laquelle la Tunisie, d'ailleurs, est bénéficiaire, hein, donc dans cette stratégie, avec un programme qui s'appelle le PIDA. Hein, donc c'est un programme de développement des infrastructures. Mm-hmm. Et ce programme de développement des infrastructures est orienté corridor. Et le grand sujet donc des 10 prochaines années, ça va être les corridors en Afrique, que ce soit des corridors transport et logistique, que corridors de connexion énergétique, hein, donc des corridors énergétiques, et il y en a pas mal. Je vais d'ailleurs dans pas longtemps sortir un papier là-dessus de politique publique, hein, pour justifier justement comment justifier des investissements dans les corridors, parce que une infrastructure, si on la voit d'une manière simpliste, comme juste une passerelle entre un point A et un point B, voilà, là, c'est pas toujours pour les financeurs très intéressant. En tout cas, ça n'intéresse pas forcément le secteur privé. Si on veut rendre l'investissement plus attractif, il faut avoir justement cette innovation écosystémique. Il faut produire des approches différentes, donc ce que j'appelle les corridors deuxième génération, donc corridor 2.0, pour irriguer les territoires enclavés, pour aller vers des endroits peut-être où on n'a pas l'habitude de fournir des services publics du genre électricité, connexion Internet, etc. Et bien sûr, le corridor le plus important reste le digital, hein, donc réduire la fracture digitale, la fracture numérique, en développant non seulement de l'infrastructure, mais aussi de la souveraineté, puisque aujourd'hui il faut maîtriser les données qui sont ça, c'est un gros problème, ça. Alors c'est pas forcément un problème, c'est en tout cas c'est une problématique, effectivement. Problématique, oui. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez pour faire simple, un bien en Tunisie, et vous le mettez sur une plateforme américaine type Airbnb, pour pas la citer, et le client est français, vous voyez la triangulaire. Donc le bien, il est en Tunisie, la facture se fait à San Francisco, donc la taxe se fait... Le bénéficiaire, c'est un Français, mais par contre, l'impôt est payé aux États-Unis. Donc vous avez perdu
quelque part, une opportunité le bénéfice, en termes de ressources. voilà, exactement. Voilà, donc c'est une manière aussi de considérer un peu les échanges globaux dans cette ère numérique dans laquelle il n'y a plus de frontières finalement. Donc la seule frontière qu'on peut avoir, c'est la puissance de nos entreprises. Donc on doit avoir des entreprises puissantes qui sont capables de produire de la valeur, mais aussi de soutenir l'économie. Je crois que nous arrivons un peu à la fin de cet échange. Alors, quel serait le mot de la fin? Et peut-être, puisque nous sommes à la veille de la rentrée estudiantine, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui ont choisi une carrière d'ingénieur ou des études d'ingénieur pour le moment? Alors évidemment, un conseil d'un ingénieur du XXe siècle ne vaut pas forcément la même valeur. Non, mais c'est l'ingénieur qui se met à jour. Hein. Oui, forcément, on se met toujours à jour. Oui. Je dirais aujourd'hui le contexte et tout ce qui peut tout ce qui peut influencer une carrière d'ingénieur change. À mon époque, on démarrait sa carrière comme jeune ingénieur dans une entreprise, on apprenait le métier sur le tas, on avait le temps, les cycles étaient plus longs, on avait le temps de pratiquer plusieurs fonctions et finalement on avait le temps de vivre pleinement les évolutions technologiques qui n'allaient pas forcément trop vite. Aujourd'hui, tout va tellement vite. On doit composer avec l'intelligence artificielle qui devient aujourd'hui une nécessité. C'est un must. Voilà, pour les entreprises, si elles veulent faire de la productivité. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le sens de ce que nous faisons. Et je crois qu'un ingénieur n'est pas forcément un rival de la machine. Il est là pour apporter justement et l'esprit critique qu'il faut. Donc il doit garder son esprit critique et c'est très important. Et de l'éthique dans ce qu'il fait, dans son travail. Donc esprit critique et éthique sont deux peut-être notions importantes qu'on doit en tout cas enseigner aux jeunes ingénieurs d'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Mondra Khanfir. Je rappelle que vous êtes consultant en innovation et infrastructure et qu'on a parlé de l'innovation pour le développement durable et inclusif. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour à la musique avec de l'Afrique, Aïe Amwana. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est de la bonne musique.